Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de recevoir aujourd'hui Émile Aoussi. Est-ce que tu m'entends, Émile? Oui, je t'entends. Bonjour à tous. Merci de vous rejoindre. Et Non, bah, merci à toi, Tidiane, pour l'invitation également. merci à toi. Hein. Plaisir partagé. Très heureux de te recevoir pour parler aujourd'hui donc à cette 61e session de Live LinkedIn Cybercafé. Toujours dans le cadre du mois de la cybersécurité. Donc, on a bien voulu échanger avec toi qui a une expertise sur le SOC, parler des détections et de réponses à incidents. Donc, on est très heureux de pouvoir partager cette session avec toi. Aujourd'hui, on va parler de SOC, on va parler de surveillance détection, on va parler de réponse aux incidents. Donc, Mhm. sur le premier axe, effectivement, on parlera de comment ça fonctionne un SOC, ses principaux types de menaces. On reviendra sur la surveillance et la détection en axe 2. Et comme j'ai dit en dernier point, dernier axe, on reviendra sur la réponse aux incidents. Donc, D'accord. merci encore d'avoir accepté l'invitation. Donc, je rappelle, Cybercafé, c'est un média qui se tient, ce sont des live LinkedIn organisés tous les samedis. Donc, pour ce 61e samedi, on reçoit Émile, ingénieur cybersécurité. Déjà, avant peut-être de commencer, est-ce que tu peux déjà te présenter brièvement ton parcours de formation et de carrière? Ok, naturellement. Donc, je réitère encore mes remerciements à ton endroit et Cybercafé. Alors, Emile aussi, je suis actuellement analyste en cybersécurité. Je suis issu d'une formation, allez, si on veut remonter jusqu'au bac, donc bac scientifique, informatique générale. Ensuite, spécialisation en master cybersécurité dans le nord de la France, puis quelques stages ici et là en tant qu'analyste dans des services orientés véritablement sur des missions euh, SOC, on va dire ça comme ça. On reviendra sur les explications concernant le SOC. Et après, j'ai pérégriné un peu jusqu'à ce que j'occupe actuellement le poste dans une entreprise de la place en France en tant que analyste cybersécurité. Donc, je reviendrai également de long et en large sur mes missions ou peut-être dans l'explication où je répondrai à des questions. Brièvement, c'est l'explication que je peux apporter. D'accord, ok. Là, bah, tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet, comprendre le SOC. Déjà, est-ce que tu peux me dire ce que c'est qu'un SOC et quel est son rôle dans une entreprise? Alors, SOC, faut noter que c'est une abréviation. Donc, c'est enfin mot anglais, une abréviation anglaise. Donc, Security Operation Center, en français, littéralement, ça nous donne Centre des opérations de sécurité, service des opérations de sécurité. Bon, maintenant, l'explication qu'on peut trouver un peu pêle-mêle sur Internet, on nous dira par exemple que le SOC pourrait être une opportunité d'optimiser des ressources opérationnelles pour adresser des besoins de sécurité en structurant ces ressources opérationnelles autour de plusieurs types de processus ou des outils ou des ressources humaines. Mon explication du SOC, c'est dans une entreprise, un SOC, c'est un service, donc un service qui est outillé, dédié avec des processus et qui a pour mission de gérer la sécurité, d'adresser tous les types de menaces cyber. Je fais, je mets un point d'honneur à différencier en fait les types de menaces que le SOC peut adresser, dans le sens où le SOC, comme j'ai coutume à le dire de manière assez triviale, c'est que dans la plupart des entreprises, on adresse la sécurité physique avec, je sais pas, des sociétés de gardiennage, ce genre de choses. Et bah, le SOC, lui, il adresse, on va dire, la sécurité qui n'est plus physique, donc peut-être logique, numérique, ce genre de choses. Donc en gros, le SOC, c'est le service qui est chargé de veiller à la sécurité du système d'information pour n'importe quel type d'entreprise, PME, grande entreprise. Après, le type de SOC également, bah, on peut revenir dans les explications. D'accord, ok. N'hésite pas à en parler, à en dire plus, Mhm. n'hésite pas. Mais globalement, tu as parlé des menaces donc, détectées ou gérées par le SOC. Quels sont les principaux types de menaces que le SOC est chargé de surveiller, par exemple? Alors, les principales menaces que le Principaux, SOC, pardon? principales, ouais, effectivement. Ouais. Ouais, bah, les principales menaces que le SOC devrait adresser, on va dire, c'est la plupart des menaces, comme je l'ai dit, qui touchent le système d'information. Donc, bah, on est carrément sur du numérique parce que, après également, avec, j'ai participé à des forums de cybersécurité où on nous expliquait qu'il y a, on va dire, des SOC qui sont spécialisés également dans la détection d'intrusions physiques. Bon,
ma religion sur le sujet, c'est que le SOC devrait se focaliser sur les menaces qui adressent véritablement la sécurité du système d'information. Donc, ça peut être en fonction des différentes couches du modèle OSI, ça peut être les menaces au niveau réseau, les menaces au niveau applicatif, les menaces au niveau, on va dire, au niveau également là, si je veux rentrer véritablement dans l'explication, au niveau également des collaborateurs, à travers la détection des fuites d'informations. Donc, c'est-à-dire les collaborateurs pourraient être également des sources potentielles de menaces. Donc, pour résumer mon explication, je vais dire le SOC. Je dirais que le SOC adresse les menaces internes, donc les utilisateurs qui pourraient être potentiellement malveillants à travers le système d'information, et externes, les menaces qui pourraient viser le système d'information en venant de l'extérieur. Tout à l'heure, tu as parlé d'analyste, effectivement. Est-ce que tu peux nous dire un peu c'est quoi la structure typique d'une équipe SOC et quel rôle clé on trouve dans ce SOC-là? Je pense par exemple aux analystes, par exemple. Et Ok, peut-être pour prolonger peut-être ma question aussi, c'est quelles compétences ouais, est-ce qu'on doit posséder, donc doivent posséder les membres d'un SOC pour faire face aux cybermenaces actuelles? ok. Alors, en gros, là, on est véritablement dans le cadre du processus. Avant de répondre à ta question, j'aimerais préciser que de mon point de vue, la ressource la plus essentielle, donc indispensable dans un SOC, alors on dit au-delà des humains, donc au-delà des collaborateurs, pour moi, ce sont les données, donc les informations, parce que généralement, le SOC va travailler certes avec des outils, avec des processus, mais pour pouvoir transformer des informations en modèles, en règles de sécurité, pour pouvoir détecter des menaces ou adresser des menaces. Alors, le SOC, généralement, il est constitué de plusieurs profils. Donc, mais dans les cas les plus courants, en tout cas ce que j'ai rencontré, on a généralement, en fonction de la taille du SOC, on a généralement un responsable opérationnel, donc son rôle au quotidien sera de sa de se charger en fait du maintien en condition opérationnelle des outils et de l'évolution également des outils. Parce que j'ai expliqué en parlant du SOC qu'on a des personnes, des processus et des outils. Donc en fait, cette personne-là, son rôle sera de véritablement s'assurer que les outils, je peux les citer, le CIEM, les antivirus, l'EDR, ce genre de choses fonctionnent bien et fonctionnent pour le besoin pour lequel ils sont présents. On a des analystes. Donc les analystes ils peuvent être classifiés en différents types de niveaux. Ce qui revient généralement, c'est qu'on a une classification en 3 niveaux. Donc, on a des analystes de niveau 1, des analystes de niveau 2, des analystes de niveau 3, en fonction de la structure, de la taille, des objectifs de l'organisation. Il peut s'agir de la même personne qui fait la même chose. Voilà, on peut retrouver plusieurs types de modèles, mais généralement, c'est une classification en tier 3. Donc, les analystes de niveau 1, leur rôle généralement, c'est un rôle de tri, parce qu'il y a beaucoup d'alertes, on a beaucoup d'événements. Donc, leur rôle, c'est de qualifier les alertes les plus pertinentes et d'éliminer en fait les alertes les moins pertinentes. Les analyses et d'alerter également, informer les analystes de niveau 2 lorsqu'ils trouvent ou ils jugent certaines alertes pertinentes, on va dire. Les analystes de niveau 2 justement, leur rôle sera de mener une investigation poussée en fonction des alertes pour lesquelles ils ont été déclenchés, assurer également le suivi des actions correctives qu'on peut pour lesquels ils ont été déclenchés. Donc là, pour expliciter, je vais donner un exemple. Si on a des règles de détection, par exemple, une règle assez simple qui nous détecte de l'activité anormale les week-ends. Donc, généralement, si le SOC fonctionne en 24/7, c'est-à-dire avec une équipe qui travaille vraiment, même en jour non ouvré, l'équipe d'analyste N1 sera chargée de travailler, on va dire généralement, le samedi, par exemple. Peut-être il y a une personne de l'équipe analyste N2 qui sera d'astreinte avec un téléphone qui pourrait être joignable. Donc, si une personne de l'équipe analyste N1 détecte des connexions suspectes avec des IP étrangères suspectes sur une application assez sensible du système d'information, cette personne de l'équipe analyste N1 pourra informer à travers le processus qui existe bien, soit un déclenchement par mail ou par téléphone, la personne d'astreinte de l'équipe analyste N2 qui celle-ci sera chargée de faire l'investigation, donc d'ouvrir les outils de sécurité nécessaires afin de pouvoir qualifier la lettre, afin de savoir s'il s'agit véritablement d'une alerte
pertinente? Est-ce qu'il s'agit d'une véritable intrusion? Est-ce qu'il s'agit, je sais pas, d'un faux positif? Est-ce qu'il s'agit véritablement de quelqu'un qui est en train de fuiter de l'information? Est-ce qu'il s'agit d'un attaquant qui est en train de chercher à avoir accès à une ressource sensible ou critique? Et une fois que l'analyste N2 aura fait ce travail de qualification, si cet analyste a les compétences ou la casquette N3, il pourra également conduire des missions de niveau N3 qui constitueront déclencher, on va dire, une scène en fonction également, toujours je reviens, en fonction de la taille de l'organisation, donc déclencher peut-être une crise ou plutôt informer les responsables opérationnels. Et également, généralement, la casquette de l'analyste N3, c'est plus en post-incident pour pouvoir faire du post-mortem, donc réexpliquer avec des preuves techniques, on va dire, l'incident, donc réexpliquer comment la ressource a été compromise, comment l'attaquant s'est faufilé, on va dire, dans le système d'information à travers un dossier technique qu'on pourra communiquer soit au responsable opérationnel ou même au responsable au niveau direction. Donc là, c'est un bref résumé des rôles des analystes. Au-delà des analystes, dans un SOC, on a le rôle également des équipes qui pourraient maintenir, on va dire, les règles de détection. Donc, c'est ça également, ça peut être une tâche dévolue à une personne qui fait partie du SOC avec une casquette analyste ou ingénieur SOC, ou ça peut être une mission ajoutée en plus à l'un des analystes. Et après, on a tout en haut le responsable opérationnel du SOC. Donc, pour synthétiser, je dirais un SOC peut fonctionner en fonction, je reviens, des besoins et de l'organisation de la structure. Un SOC peut fonctionner avec 3, 4, 5 personnes, comme un SOC peut fonctionner avec une cinquantaine, une soixantaine de personnes. Pour finir, je dirais que moi, j'ai été dans un SOC où on était une soixantaine de personnes. Bon, ça avait ses atouts, ça avait ses faiblesses, on va dire. C'est l'une des faiblesses, notamment pendant les réunions d'équipe. J'entendais des choses dont je n'avais aucune idée. Je discutais avec des gens que je n'avais jamais vus. Et dans ce genre de SOC, très fourni, très costaud, généralement, on a trois types d'équipes. Donc, on a une équipe qui va s'appeler la Blue Team. Donc, l'équipe dans laquelle je faisais partie, à laquelle je faisais partie, c'est pour expliquer de manière assez triviale, c'est plus, on va dire, l'équipe des défenseurs. Voilà. Donc, c'est une équipe qui utilise également les outils de sécurité, CIEM, EDR, et j'en passe, et écrit des règles de détection, fait ses investigations. On a la Red Team. Donc, pour ceux qui s'y connaissent un peu plus, c'est, allez, on va dire, c'est trivialement, c'est l'équipe qui a la casquette de hacker éthique. Donc, ils font des tests de pénétration, allez, avec un périmètre bien défini en entreprise sur les ressources internes que la Blue Team devrait pouvoir relever, détecter, améliorer. Donc, généralement, on peut les qualifier d'attaquants. Donc, ça, c'est l'équipe 1, l'équipe 2. Et généralement, l'équipe 3, bah, c'est toujours l'équipe outillage ou c'est peut-être une équipe Purple. Donc, on a certaines personnes qui ont aussi bien des compétences en tant que ethical hacker, open tester, et on a même des personnes également qui ont des compétences également sur la sécurité périmétrique pour la défense. Donc, je, je vais m'arrêter là. D'accord, ok, bah merci. Je crois que c'est très clair, hein, c'est très clair. Ça permet de comprendre un peu comment ça fonctionne, quelles sont les équipes qui sont engagées et qui intervient à quel moment. Tu as parlé Absolument. d'outillage tout à l'heure. Ouais. Je veux bien qu'on revienne là-dessus. Donc, c'est dans l'axe de surveillance et détection. Mhm. Tu as cité un certain nombre d'outils. Mais quels outils, effectivement, de surveillance sont utilisés pour la détection des menaces dans un SOC? Et est-ce que tu peux nous dire, moi, je pense que tu as parlé de CM, de DR, c'est quoi, en fait, leur rôle? Ils servent à quoi, ces outils? Ok, ouais. Alors, effectivement, j'ai parlé d'outils, donc un SIEM. Alors, si je veux synthétiser plutôt, un SOC fonctionne, je l'avais dit également, avec la clé, enfin, pour moi, notamment la ressource principale au-delà des personnes, ce sont les données. Donc, les données, par données, j'entends les journaux, les logs, comme on le dit dans le jargon. Donc, généralement, le SIEM, enfin, le SOC, il fonctionne de manière assez basique. On collecte des logs. Donc, il y a pas mal d'agents, enfin, de petits boutons qui sont sur la plupart des postes des personnes, sur les serveurs, ce genre de choses, qui vont remonter de l'information sur une sorte de solution agrégatrice de toutes ces informations, tous ces journaux-là, qui est le SIEM. Après, en fonction du type de SIEM, on peut avoir un peu plus de complexité. Et à travers ce SIEM-là également,
l'un des analystes du SOC qui a la compétence de build, enfin qu'on appelle build, pourra écrire des règles de détection. Donc, je vous ai déjà expliqué un scénario tout à l'heure, détecter toute personne qui se connecte depuis des IP. Allez, si on définit un type d'adresse IP qu'on définit comme potentiellement dangereuse, qui se connecte sur les ressources de l'entreprise, les week-ends par exemple. Ça, c'est un scénario de détection qu'on peut mettre en langage compréhensible pour le CIEM. Et à partir de là, on aura, on va dire, des alertes. Donc, lorsque une telle activité va se rencontrer dans la période définie, on aura une alerte. L'alerte pourra remonter au CIEM. L'outil, les équipes N1 pourront commencer à travailler. Comment ces alertes remontent, comment ces logs de tous les équipements, on va dire, quand je dis les équipements, c'est pratiquement tous les équipements informatiques de l'entreprise. Ça dépend de ce que véritablement le SOC et l'organisation décident de surveiller. Parce que l'une des missions du SOC également, bah, c'est de superviser, surveiller, enfin monitorer comme on le dit en anglais. Donc ça peut être des logs des serveurs de messagerie, des logs des serveurs de proxy, des logs réseau pour détecter, on va dire, des choses un peu plus bas niveau. Ça peut être également bah, des logs des différents sondes, donc bah, réseau, IDS, IPS, ce genre de choses, des passerelles, des logs, enfin, tout ce qui est réseau, véritablement, comment on va dire ça, VPN. On peut remonter également des logs sur toute l'activité qui concernerait bah, l'annuaire d'entreprise pour rester véritablement pour ne pas rentrer dans du trop technique, donc, mais l'AD quand même. Donc, à travers tous ces logs-là, qui seront paramétrés, donc qui seront collectés à travers un collecteur, tous convoyés dans une sorte de tunnel via le CIEM, les équipes SOC, les analystes écriront leurs règles de détection, ils feront de beaux dashboards, voilà, en fonction des compétences. Ils auront en tout cas, enfin, comme on le voit dans les films, hein, j'avoue que dans les films, c'est un peu enjolivé, mais dans la vie réelle, ça peut se passer comme ça. Donc, on peut avoir de gros écrans avec de gros tâches, enfin, de gros tableaux d'indicateurs où on voit des choses qui tournent, on voit des alertes qui viennent, des alertes qui s'en vont, et on a des gens derrière des ordinateurs, un ou deux ordinateurs, qui essaient de qualifier ces alertes en fonction de la taille de la structure, en fonction de l'architecte des infrastructures de la structure. Il peut s'agir de bah, plusieurs alertes, des milliers d'alertes par jour, moins, bah, généralement, quand on a des milliers d'alertes par jour, je crois que c'est pas bon signe, c'est qu'il y a peut-être un peu trop de faux positifs, donc il faut faire un travail un peu plus qualitatif pour pouvoir les éliminer, soit avec du machine learning ou avec bah, d'autres méthodes, mais généralement. Et pour revenir à ta question, donc quels sont les différents types d'outils? Bah, généralement, on peut avoir de l'EDR, enfin l'EDR c'est endpoint detection, bah, en français, détection et réponse sur les endpoints. Les endpoints, c'est les terminaux, donc les outils qu'on utilise, soit les ordinateurs portables ou les serveurs, ce genre de choses. L'EDR, en fait, ça, il fonctionne à peu près comme un antivirus. Donc, on lui fout des agents EDR un peu partout sur les terminaux et il remonte l'activité à travers des logs. Voilà. Et puis, généralement, il y a l'équipe sécurité ou les équipes administratives de l'EDR qui ont tout la vision sur tout ce qui remonte et en fonction de ça, soit ils mettent en place des règles de détection ou plutôt même ils peuvent également en fonction, on va dire, de la complexité de certains EDR, avoir des actions directement sur les postes qui remontent, on va dire, bah, de l'information qui pourrait être jugée anormale. Donc on peut avoir également de l'anti-malware. Bon, de l'anti-malware, c'est un produit qui serait spécialisé dans un type de virus qui s'appelle le malware. Voilà, de manière assez simple. Euh, Généralement, dans un SOC, on va dire ce qui pourrait être pas mal comme outil également, c'est des solutions de, allez, ça se dit sandbox, je préfère le dire en français, bac à sable. C'est plus en fait une sorte de solution. Enfin, on a des solutions véritablement qui existent pour le faire. On peut avoir une architecture également dans, en fonction de la statut de l'entreprise qui permet de dédier une zone pour du bac à sable. Donc, ça peut être une VM isolée sur laquelle on va faire des tests. Bah, généralement, le principe du bac à sable, c'est tout simplement un outil, un endroit où on est pour tester tout et n'importe quoi, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, par exemple, si je donne un exemple notamment à ce niveau-là, parce que ça pourrait être intéressant. Si une personne dans l'entreprise, la plupart du temps, les structures sont visées par des
campagne de phishing. Donc, si une personne reporte un collaborateur reporte une campagne de phishing, enfin un mail de phishing, par exemple à l'équipe sécurité ou au SOC, les équipes du SOC donc ont collecté le mail pour pouvoir véritablement tester s'il s'agit d'un lien malveillant ou d'un mail qui contient un lien malveillant ou une adresse malveillante ou une pièce jointe malveillante, pour éviter de le faire sur le poste de la personne de l'équipe sécurité du SOC, pour éviter une propagation, pour éviter voilà d'exposer, on va dire, sa propre ressource. La personne du SOC, par exemple, enfin l'analyse du SOC peut utiliser ce mail-là et l'exécuter dans une solution bac à sable, une Mmh. sandbox peut-être en ligne ou sur une VM isolée, afin de voir ce qui arriverait en fait au poste de la personne. Donc, si par exemple il y a un virus, la personne pourra cliquer directement sur le Mmh. mail malveillant et voir ce qui serait arrivé à son poste. S'il y a un ransomware, ok, il aura le ransomware, il verra comment le ransomware va se propager et puis il saura quoi faire parce que ça ne serait pas dangereux parce que c'est isolé dans un bac à sable. Donc un bac à sable, enfin une sandbox, c'est assez important comme outil du SOC. Après on a D'accord. bon, je vais pas tous les citer, on peut avoir des Mmh. scanners de vulnérabilité, des Mmh. outils généralement pour détecter, on va dire, de la fuite d'infos, du DLP, ce genre de choses. Mais ce que je veux noter sur ce point-là avant de finir, c'est que généralement le SOC s'appuie sur les outils en fait des équipes IT, donc des équipes D'accord. réseau, des équipes système. Il peut y avoir des boîtes où ces équipes-là sont entremêlées dans le SOC et puis à ce niveau-là, ils sauront comment travailler de concert. D'accord. OK. Je pense que c'est l'une de mes questions, si on reviendra peut-être là-dessus. Mais tout à l'heure, tu as parlé donc un grand nombre d'alertes qui sont remontées au niveau du SOC. Très rapidement, en fait, globalement, comment est-ce que ces alertes sont priorisées? Comment est-ce que un SOC va différencier une force à l'aide d'un véritable incident de sécurité? Ok, comment différencier du coup une fausse alerte Comment, d'une... comment prioriser déjà ces alertes-là et puis comment différencier une force à l'aide d'une incident? J'ai expliqué, donc je vais revenir dessus parce que je constate qu'il y a de nouvelles personnes qui nous rejoignent. Donc, je reviens toujours, le SOC, c'est trois choses. C'est des humains, euh, comment on va dire, des outils et des processus. Donc, la question, la partie processus est l'une des réponses, en tout cas, à ta question. Le SOC pourrait, enfin les analystes, disons-le comme ça, les analystes pourront classifier, prioriser, différencier les alertes en fonction des processus qui sont définis. Donc, si les processus disent, parce que généralement, pour donner une explication un peu plus claire, c'est que les alertes viennent avec des niveaux de criticité. Donc, c'est-à-dire, ça peut être du niveau 1 à 5, du niveau 1 à 3, du niveau moyen à élevé, enfin plutôt faible à élevé, faible, moyen, élevé, ce genre de choses, ou très élevé, ou très haut, urgence. Voilà, on peut définir en tout cas des niveaux de criticité. Et si les processus disent par exemple une alerte de niveau, là je prends véritablement un exemple, une alerte de niveau de criticité plutôt haute qui intervient un jour ouvrable, donc du lundi au vendredi, 8h-19h ou 8h-18h, 9h, bref, on va pas rentrer dans tout ça, qui intervient à cette période-là, doit être traité dans un intervalle de 2 heures par exemple. Allez, je dis n'importe quoi. Là, c'est le processus et c'est en fonction de ce processus-là que les analyses du SOC devront travailler. Donc, généralement, on fonctionne avec ces types de processus-là. Après, également, il peut y avoir des processus non écrits, donc ce que j'appelle plutôt de l'expérience, c'est-à-dire, par exemple, un analyste de niveau 2 ou de niveau 3 qui a un peu plus de bande passante pour adresser certains types d'alertes, il peut voir certaines alertes, même si elle est de niveau, on va dire, critique, il peut la traiter vite, moins vite, parce que il a l'expérience de savoir que c'est pas une alerte qui est véritablement malveillante, on va dire. Ou c'est peut-être une D'accord. criticité qui a été juste mal qualifiée. D'accord. Mais OK. pour résumer, c'est plus les processus qui définissent un certain niveau de gravité pour pouvoir traiter des alertes. Et après, je vais embrayer rapidement dessus. On a certains, parce que quel type de SOC? On a des SOC internes dans des entreprises. Dernièrement, on constate qu'il y a des stocks externalisés, donc SOC as a service, c'est-à-dire des entreprises, par exemple, moi, Emile, je crée ma boîte. Demain, mon cœur de métier, je vends des Kinder Bueno. Voilà, je ne fais que ça. Et je viens te rencontrer, toi, Tidiane, tu as toute une équipe
sécurité, voilà, ils sont très bons et tout, et tu viens me proposer en fait tes services parce que voilà, tu as fait peut-être une analyse de risque, ce genre de choses, et tu viens m'expliquer par exemple que tu peux améliorer ma sécurité en me fournissant un service SOC. En fait, exactement de la même manière que fonctionnent les entreprises avec la sécurité physique. Donc, une entreprise de la place a besoin de sécurité physique. Soit ils ont eux-mêmes en interne leur personnel, leurs agents de sécurité en interne, ou comme on le voit dans les banques, par exemple en Côte d'Ivoire, bah, la banque est concentrée sur son activité, sur son cœur de métier, et ils sous-traitent leur sécurité avec une société de la place qui leur envoie des vigiles. Bah, c'est la même chose. Donc, on a des SOC généralement qui sont externalisés, MSSP, je crois. Donc, c'est de la sous-traitance. Et avec ce genre de SOC externalisé, bah, eux, ils le reçoivent. C'est toujours pareil. Le principe reste le même. Donc, ils vont recevoir des logs de connexion des journaux et puis de leur côté, ils pourront faire le travail d'analyse, mettre en place les règles de détection nécessaires et traiter les incidents et informer les clients. Et le plus important, l'une des choses les plus importantes dans ce fonctionnement, bah, c'est de définir des processus. Et ces processus doivent impérativement contenir, on va dire, des temps de traitement, donc des SLA, c'est-à-dire des délais à partir desquels tel type d'incident doit être traité. Parce que généralement, un incident potentiellement malveillant, enfin, potentiellement, je dis potentiellement parce qu'il peut, comme ne peut comme ne pas l'être, potentiellement malveillant, qui n'est pas traité dans les temps, bah, c'est bien, tant mieux. Mais si se passe, si ce n'est pas traité dans le temps et que c'est peut-être, on va dire, une première phase d'un plus gros incident, bah, ça peut créer beaucoup de dégâts. Hum, ok, d'accord. Bah, écoute, on va peut-être rentrer aussi sur le prochain axe hein, qui parle de la phase de réponse. Donc, une fois on a mis en place ce SOC, qui soit effectivement interne ou as a service, on remonte les logs, on a des outils pour pouvoir les détecter, on a toutes les données nécessaires pour pouvoir aussi les qualifier, comme je l'ai Mhm, expliqué tout à l'heure. Donc là, le prochain axe, c'est la réponse aux incidents. Donc, absolument. comment est-ce que le SOC intervient pour effectivement minimiser les dommages lorsqu'un incident de sécurité est en cours? Ouais. C'est plus ça ma question. Et peut-être la deuxième question, c'est comment le SOC collabore avec les équipes de récupération après un incident, et même avec d'autres équipes, je pense notamment à l'équipe CERT. Mhm. Alors, du coup, on va revenir encore sur les missions du SOC, donc sans rentrer dans du détail. Les missions du SOC, généralement, enfin, ou les missions, on va dire, des SOC, parce que là, j'apporte la réponse en fonction des référentiels, soit de l'ANSSI, du CLUSIF ou des différents organismes existants. Donc, généralement, bah, c'est prévention, détection, réaction. Et bah, là, justement, on est dans la phase réaction. Réaction du SOC, via un incident, il peut y avoir de la réaction active, enfin de la réponse active, des investigations poussées, des investigations bas niveau, j'ai envie de dire directement de base. Donc là, c'est plus les équipes. Tout à l'heure, j'avais parlé d'équipe Blue Team. Équipe Red Team, c'est plus les équipes Blue Team qui sont concernées. Il peut y avoir du forensique. Là, on est plus sur les analyses de niveau 3 qui pourront se mettre en branle avec les experts d'un autre type d'équipe qui s'appelle le CET, Computer Emergency. Voilà, c'est plus des pompiers, on va dire, super quali techniquement, qui viendront aider le SOC pour pouvoir répondre à un incident. Donc, pour répondre à ta question, je pense qu'un exemple serait le mieux. Donc, un exemple que j'ai dû rencontrer une fois dans mes expériences. Alors, il nous est arrivé un incident. On avait eu à partir d'un mail banal de phishing venant de l'extérieur, d'un prestataire, on avait eu un collaborateur qui a eu son compte compromis. Ensuite, ça s'est enchaîné parce que c'était plusieurs mails à l'appel qui étaient envoyés dans un espace de temps assez réduit. Donc, on a eu à peu près, je crois, une dizaine de comptes qui ont été compromis. Bah, là, il fallait répondre. Donc, la réaction, c'était directement à travers les outils. À travers l'EDR, par exemple, on a pu identifier les comptes compromis. Les premières actions de réponse, bah, c'était de désactiver, en fait, les accès de ces personnes. Bah, donc, isoler les personnes, en fait, du SI. Ce sont des actions qui se font directement à travers l'EDR pour éviter la propagation. À partir de là, maintenant, on continue les investigations pour identifier, en fait, on va dire, les IOC, comme on les appelle, les indicateurs de compromission. Donc, généralement, les IOC, il faut comprendre bah, les choses qui nous font mal, quoi. C'est-à-dire, l'attaquant.
la personne qui t'attaque, il t'attaque avec quoi? Il t'attaque soit avec une adresse mail malveillante qu'il utilise pour se propager, envoyer ses mails. Il attaque peut-être avec des adresses IP malveillantes également qu'il utilise pour se propager sur des ressources, on va dire des serveurs, ce genre de choses. Il attaque peut-être avec des liens malveillants également qu'il essaie de faire propager en voulant que les personnes cliquent dessus, par exemple. Il attaque peut-être avec des haches enfin des fichiers, donc des pièces jointes malveillantes, ce genre de choses. Donc, généralement, l'action de réponse consiste à répertorier tous ces indicateurs et les bloquer. Donc, il y a des outils qui permettent de de bloquer, on va dire, tous ces types d'éléments malveillants en fonction du champ que leur alloué. Donc, pour les IP, on peut faire des blocages pour des adresses IP spécifiques. Pour des URL, on peut faire des blocages pour des domaines, pour des fichiers. C'est plus le hash du fichier qui nous intéresse parce que bloquer un fichier en soi, ça ne sert à rien parce que une fois que le fichier est renommé, bah, il a changé. Enfin, donc, le blocage n'est plus efficace. Mais par contre, bloquer un hash du fichier, le hash est unique. Donc, tant que c'est le même fichier qui est envoyé, bah, le hash, s'il est bloqué, le fichier ne pourra pas être exécutable. Par contre, effectivement, si le fichier est modifié, le hash peut également être changé. Mais là, ça peut être une mesure de réponse accouplée avec un autre type de blocage, comme peut-être de l'extension ou accouplée avec faire une sorte de corrélation, c'est-à-dire peut-être on peut bloquer des adresses IP malveillantes provenant de ce fichier ou avec ce mail, avec ce type de fichier pour pouvoir essayer de contenir l'incident. Donc, la réaction, en fait, c'est plus une action qui consiste à stopper surtout la propagation de l'incident. Donc, pour ne pas arriver à une situation où, on va dire, euh, ce qui est peut-être une alerte d'abord peut devenir un incident et après ça peut devenir une crise parce que peut-être le SI est plus disponible, les personnes, on va dire les collaborateurs n'arrivent plus à tous se connecter sur leurs outils de travail et cela pourrait créer un préjudice à l'entreprise. Donc D'accord. le SOC généralement peut intervenir rapidement avec les moyens qu'il a. Après, pour conduire, on va dire, des enquêtes, bah, le SOC peut s'interfacer avec des outils, enfin plutôt des services comme le CERT. Donc, généralement, on a des sets en fonction enfin, dans les domaines, par exemple, je sais que dans le domaine de l'énergie, il y a des sets au niveau de l'énergie, je sais qu'en France, il y a un set au niveau de l'État, le 7FR, je sais qu'en Côte d'Ivoire également, il y a un set. Donc, généralement, on peut avoir des sets régionaux, j'en suis pas sûr, je dirais pas oui, je dirais pas non, je dirais juste que j'en suis pas sûr, mais nationaux qui peuvent apporter, donner un coup de main ou peut-être apporter plus d'éléments, partager peut-être des indicateurs, bloquer ce genre de choses. Mais sinon, si l'entreprise, la structure a aussi, on va dire, un set qui peut venir lui donner un coup de main, bah, le set peut effectivement apporter sa pierre à l'édifice parce que la mission du set, en fait, ne sera pas spécialement de pouvoir contenir l'incident, ne sera pas la partie réaction, mais ça sera plutôt, set, plutôt on est dans la partie réaction, mais ça sera surtout dans la partie forensique. Donc, recherche, le but du set sera de creuser, de comprendre comment l'incident est arrivé. Est-ce qu'il est arrivé à cause d'une mise à jour non appliquée quelque part? Est-ce qu'il est arrivé par la faute d'un utilisateur potentiellement pas très attentif, ce genre de choses. Et le but également du set sera de pouvoir expliquer véritablement le cheminement, on va dire, de l'attaquant, rétablir des services si jamais il y a eu des services qui ont été indisponibles totalement ou il y a eu peut-être des services qui ont été cryptés par du ransomware, ce genre de choses. D'accord. D'accord. Bah, merci à toi, Émile. Pour ceux qui nous prennent pour la première fois, donc Cybercafé, c'est le média des professionnels et passionnés du numérique. Donc, dans le cadre du mois de la cybersécurité, on n'a que des thèmes de la cybersécurité ce mois. On a eu Dr Hyacinthe, on a aujourd'hui, donc la semaine dernière, on a Émile aujourd'hui. La semaine prochaine, on aura Mohamed Lamine Nias qui va parler de sécurisation bancaire et conformité PCI DSS. Donc, je vous invite à être présent le samedi 19 pour parler de sécurité des données bancaires et de conformité PCI DSS. On a parlé aujourd'hui avec Émile Aoussi, donc ingénieur cybersécurité, du fonctionnement d'un SOC, à la fois de la détection à la réponse aux incidents. Donc c'est 30 minutes tous les samedis pour vraiment essayer de dégrossir un sujet. Je ne sais pas s'il y a des questions, donc avec la permission d'Émile, on va prendre des questions de ceux qui souhaitent
Ou sinon, si vous souhaitez intervenir, partager votre expérience, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des questions? S'il y a des questions, vous aurez juste à lever la main pour poser vos questions à notre speaker. Sinon, on pourra mettre fin à la session. Sinon, on pourra mettre fin à la session dès à présent. Merci encore à toi, Émile. Merci d'avoir accepté l'invitation. Très heureux d'avoir pu échanger avec toi autour de ce thème, hein, autour du SOC. On voit que c'est vraiment un sujet très, très, très vaste. On espère pouvoir avoir avec vous, donc soit directement avec vous, sinon si vous connaissez des personnes qui sont des experts sur des sujets numériques, que ce soit la cybersécurité, transformation digitale, marketing digital, n'hésitez pas à les mettre en contact avec nous. On va parler de gestion des vulnérabilités. Je vois William avec qui on a eu à échanger aussi. Retrouvez toutes nos sessions sur notre page YouTube. Vous avez juste à taper Cybercafé avec le nom du speaker. Vous avez la session. Il y a une question. Je vois qu'il y a une main levée. Donc, avec la permission de notre speaker, on va prendre l'intervention de Andy Hano. Et puis, on va mettre fin à la session. Bonjour, est-ce que vous nous entendez? Allô, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. D'accord. Déjà, je veux remercier votre plateforme ainsi que l'intervenant Emile aussi pour cette brillante intervention. Ma question, en fait, est un peu... bon, déjà, moi, je suis dans le secteur bancaire et on fait face souvent à des gens qui nous envoient des mails, disons, qui peuvent être des attaques informatiques et tout. Donc, ma question, c'est de savoir quels sont le type, là, je fais appel à l'expérience, en fait, d'Emile aussi, hein. Quels sont le type, en fait, de mail ou le type d'opération qui cause le plus de dommages dans les systèmes? Vous voyez, parce qu'on reçoit pas mal de mails, on reçoit pas mal de, voilà, de choses, en fait, qui peuvent être problématiques. Mais j'aimerais savoir, en fait, de par son expérience, quels sont le type, c'est expliqué de façon très claire, je pense que vous m'avez compris, d'opérations qui causent le plus de dommages de façon générale. Pour que moi aussi, en fait, lorsque j'aurai à faire face à ce type d'opération-là, je sache de façon plus prudente comment les gérer. J'espère que j'ai réussi à me faire comprendre. Alors, merci pour votre question. Ouais, j'embraye directement, Tidiane. Je veux juste essayer de clarifier la question afin de pouvoir donner une réponse un peu plus aboutie. Par type d'opération, vous voulez dire type de menace? Oui, type de menace, voilà, que ce soit sous forme de mail, voilà, tout ce qui est phishing et autres, quoi. D'accord. Ok. Bon, bah, il y a eu des rapports. Alors, merci pour votre question. Et il y a eu des rapports, effectivement, qui sont sortis. Le dernier que j'avais lu, c'est que la sécurité informatique, c'est vaste. C'est vaste. Les missions de la sécurité informatique, la cybersécurité, c'est trois cryptiques. Donc, c'est confidentialité, intégrité, disponibilité. Le SOC, généralement, c'est recovery, identification, protection, réponse, détection, gouvernance. Les types de mines, donc en fait, j'explique ça pour montrer qu'on est vraiment sur un éventail de missions ou d'actions qui sont vraiment très larges. Et qui peuvent même être très sophistiqués également. Cependant, en termes de type d'attaque, on a plusieurs types d'attaques. On a des attaques type web qui visent les serveurs, plusieurs types d'attaques qui visent les serveurs web, serveurs internes, des employés, des employés même qui pourraient être potentiellement malveillants. Enfin, voilà, l'éventail des menaces est également très large. Néanmoins, j'ai été surpris quand j'ai lu le rapport. Les menaces les plus simples à faire, ce sont les attaques de type phishing. Après, on a plusieurs types de phishing. Donc, le phishing, pour donner une brève explication, c'est quelqu'un qui nous envoie un mail potentiellement malveillant en se faisant passer peut-être pour la personne qui n'est pas ou pour le service qui n'est pas, et puis il essaie de nous soutirer des choses, soit directement de l'agence, soit directement nos accès pour pouvoir se propager ou faire d'autres choses encore plus compromettantes, ou peut-être il nous envoie une pièce jointe malveillante en voulant qu'on clique parce qu'il a besoin peut-être de nos informations bancaires, ce genre de choses. Donc, en expliquant comme ça, c'est véritablement le type d'attaque très trivial, très simple à mettre en place,
Et normalement que toute personne qui n'est même pas sensibilisée à la cybersécurité doit pouvoir détecter. Bah alors, le rapport m'a fait comprendre que c'est l'attaque déjà la plus simple à être réalisée. Il faut 84 secondes pour qu'une attaque de phishing soit réussie, tout simplement. Et également, en 2023, en fait, de toutes les grosses boîtes du CAC 40 en France, l'attaque qui a été la plus répandue, la plus utilisée, qui a été la plus mise en avant, c'était une attaque de type phishing, tout simplement. Et un dernier KPI, mais pas pour vous faire peur, l'attaque généralement que toutes les équipes de sécurité informatique craignent parce que c'était les plus médiatisés, ce sont les ransomware quand on se connecte le matin et puis tout est crypté, on te demande des bitcoins. Mais généralement, la plupart des ransomware fonctionnent très facilement ou sont mis en place très simplement à partir d'un phishing. Donc, on est tous sujets à du phishing parce qu'on échange tous soit avec nos collaborateurs ou on échange tous avec des fonctions commerciales extérieures, des prestataires pour plusieurs types de choses. Il faudrait juste qu'on fasse attention aussi bien dans nos usages professionnels, dans nos usages personnels. Et comme j'aime à le dire, on peut cartographier plusieurs types de menaces, on peut mettre en place plusieurs types d'outils, mais la menace principale, en fait, c'est la personne qui se trouve entre le clavier et puis sa chaise, quoi. Enfin, voilà, entre l'ordinateur. Donc, c'est l'utilisateur. Donc, c'est bien de mettre en place les mesures de protection en amont, mais la méthode qui ne s'arrêtera jamais et qui pourrait être la plus efficace à long terme, je pense que c'est la sensibilisation des utilisateurs. Et c'est pourquoi j'exhorte tout le monde à être sensibilisé aux menaces sécurité informatique et pour toute personne qui est décideur ou acteur de la sécurité en informatique, la cybersécurité dans sa structure, de mettre en place ou de participer très souvent à des campagnes de sensibilisation au phishing. D'accord. J'espère que c'est clair pour Monsieur Andy. Effectivement, qu'il y a des menaces qui ont été évoquées par Émile. Et j'ajouterais peut-être aussi un élément, c'est en plus ces principales menaces qui ont été citées par Émile, ça peut être complété aussi avec une analyse de risque qui permet d'avoir une carte des risques spécifiques à votre entité. On va prendre l'intervention de Orlando Kofi. Bonjour, merci mille pour ton intervention. En fait, c'est pas une question, hein, je pense que je croyais avoir compris sa question dans le sens quelles sont les dispositions qu'on doit prendre en tant qu'utilisateur pour ne pas être en fait victime en fait des alertes. Je sais pas si c'est ça un peu ta question. Dans les opérations à mettre en place ou quand on est face à un mail qu'on ne serait pas qualifié de mail de phishing. Je sais pas si c'est ça en dit ce que tu voulais. Oui, en fait, la question c'était plus sur le type, parce qu'en fait, on fait face à plusieurs types d'alertes, face à plusieurs types de menaces. Comme il a dit, ransomware, phishing et autres. Mais nous, on aimerait bien savoir quelles sont celles qui sont les celles qui sont les plus efficaces pour pouvoir en fait avoir plus d'attention lorsqu'on est face. Vous voyez? Réaction face à un mail de phishing, comment reconnaître? Non, je pense que la question de Andy a été bien comprise par Émile. C'était plus quelles sont les menaces peut-être à plus surveiller. Et Émile a parlé de phishing et de ransomware. Donc je pense qu'on est tout à fait alignés. Ouais. Et j'apporte encore, enfin, je précise encore, Tidiane a bien complété merci Orlando pour ton apport. Tidiane a bien complété ma réponse en disant, effectivement, enfin, moi, j'ai élaboré un panel, voilà, un éventail, un état de la menace, comme on les appelle, ces rapports-là. Mais Tidiane, dans une démarche véritablement orientée sécurité très professionnelle, pour pouvoir déterminer, par exemple, pour une entreprise donnée, en fait, il faut passer par une analyse de risque qui sera ciblée sur l'organisation, sur les métiers de l'organisation également, parce qu'en fonction des métiers, on est sujet à un autre type de menace. Par exemple, allez, je dis n'importe quoi, une entreprise qui construit des éoliennes va pas forcément avoir exactement les mêmes menaces qu'une entreprise, enfin qu'une banque, quoi. Ils peuvent avoir des menaces en commun, mais pas toutes les menaces seront communes. Donc, notamment, l'analyse de risque va nous faire ressortir la menace idéale, enfin, les menaces idéales qui ciblent l'organisation et en fonction de ça, les mesures de réponse ou les mesures de cybersécurité pour pouvoir grossir ou durcir, on va dire, les usages seront mis en place.
Ouais, c'est ça. Bah, monsieur Andy, n'hésitez pas à y contacter Émile en inbox hein, sur ses réseaux, à me contacter directement aussi pour qu'on puisse effectivement voir dans quelle mesure vous accompagner. On voit qu'il y a monsieur Silla qui veut prendre la parole. Je sais pas, c'est une question, mais vraiment très rapidement. Une question ou une intervention, et on pourra mettre fin à la session. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Alors moi, je suis responsable sécurité au niveau de l'hôtel de ville de la ville d'Asnières. Et aujourd'hui, en fait, je prépare une campagne de sensibilisation pour les utilisateurs. Donc, on va dire que c'est une campagne qui va cibler 2800 utilisateurs et plus de 150 serveurs. Donc, je voulais demander des conseils. Qu'est-ce qu'ils pensent, comment je peux m'y prendre pour lancer cette campagne. Voilà. D'accord. Bonjour, merci pour votre question. Il s'agit de campagne de sensibilisation sur les utilisateurs parce que vous avez parlé également des serveurs. Donc, alors, je vais répondre effectivement pour les utilisateurs. Donc, s'il s'agit de tests, on va dire, de phishing pour pouvoir jauger des capacités de réponse ou de réaction des utilisateurs face à un mail potentiellement malveillant, bah, le périmètre, il est assez costaud quand même, 2800 personnes, mais je pense que c'est un bon échantillon pour pouvoir avoir des éléments qui pourront vous permettre de mettre en place des actions derrière. Donc, il y a pas mal d'outils qui permettent de le faire, hein. Il y a des outils qui sont en libre utilisation, mais j'en ai pas. Peut-être on peut discuter après en privé pour que je vous donne quelques-uns. Mais sinon, il y a des outils que certaines entreprises utilisent qui sont des solutions payantes, mais qui sont spécialisées dans ce type de campagne. Par exemple, je vais, pour ne pas le citer, KnowBe4, qui est un outil de campagne de phishing. Il y a des EDR également qui ont la fonction de pouvoir faire simuler ces attaques de phishing. Donc, ils peuvent faire des campagnes de phishing, c'est-à-dire envoyer un phishing, enfin un mail de phishing que vous-même vous aurez drafté, vous aurez designé, vous aurez défini le niveau de complexité que vous voulez et vous allez l'envoyer à tous vos utilisateurs afin de pouvoir récolter également leurs réponses et en même temps vous allez suivre en temps réel le niveau de clic, les personnes qui cliquent, les personnes qui tombent, les personnes qui reportent et ça, cela pourra vous permettre également d'avoir une vue très exhaustive de l'efficacité de la campagne et de mettre en place les actions derrière. Après, s'il s'agit de campagne sur les serveurs, j'avoue que j'ai pas véritablement bien compris cet aspect de la question, donc on peut peut-être en rediscuter, mais je dirais pêle-mêle comme ça, je me jette à l'eau s'il s'agit peut-être de campagne pour gérer, adresser les vulnérabilités au niveau des serveurs. Là, on a pas mal d'outils d'analyse, plutôt de scan de vulnérabilité qui existent, du Rapid7, je crois du Qualys, je pense, et qui peut nous donner également un état de la menace et alerter les différentes équipes techniques qui seront chargées de corriger ces menaces-là également. Ouais, effectivement, pour rejoindre ce qu'a dit Émile, hein, donc en fonction de la cible, donc vous avez parlé des utilisateurs, on va dire plutôt lambda, et les équipes qui se chargent de la maintenance ou le développement au niveau des serveurs et tout. Donc, le format, le support peut-être sera pas le même, la méthode aussi sera pas peut-être la même méthode, mais il y a quelque chose qui fonctionne plus ou moins bien, c'est peu importe le contenu, c'est un bon vieux webinaire, donc système plutôt classique. Accompagné de ça, un quiz qui permet de faire des exercices aussi et mettre à disposition à la fin un FAQ, donc une fois à question, qui permet de maintenir dans le temps, donc même au-delà de ce mois de la cybersécurité, les gens ont de quoi pouvoir se reporter pour pouvoir savoir ce qu'il faut faire, les gestes à avoir ou pas. Et l'ANSI, donc l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, partagé dans le cadre du Cybermois, des astuces que vous pouvez reprendre, faire des fiches, des documents imprimés, partagés aux collaborateurs. Il y a peut-être aussi un élément qui fonctionne plutôt bien dans la boîte dans laquelle je suis, c'est des tapis de souris. Donc on peut mettre sur ces tapis de souris un certain nombre de règles de sécurité, bonnes pratiques à avoir, et partager un certain nombre de collaborateurs. Après, 2800, c'est beaucoup, mais peut-être il y a des collaborateurs clés à qui on peut partager parce qu'ils sont ils ont des postes sensibles. En tous les cas, bon, c'est pas forcément l'objet de la session d'aujourd'hui, mais n'hésitez pas à vous approcher d'Emile ou de moi ou de certains experts. Je vois
William aussi qui est là, donc au docteur Yassine. Donc vous avez des experts autour de la table, c'est aussi ça, Cybercafé, c'est une communauté. Donc il y a Orlando, voilà, il y a plein d'experts autour de la table pour les contacter, pour avoir aussi des expériences et pourquoi pas solliciter des prestations aussi, voilà. Donc n'hésitez pas. Bah, merci encore à toi, Émile. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci d'avoir répondu. Merci pour cette masterclass. C'est très clair. J'ai beaucoup appris. J'espère que vous aussi, vous avez appris de tout ce qu'a partagé Émile aujourd'hui avec nous. Donc, rendez-vous samedi prochain pour parler de sécurité des données bancaires et de PCI DSS. Merci encore à toutes et à tous. Excellent week-end. Je ne sais pas si Émile a un mot de fin. Sinon, merci et bon week-end. Bah, merci à tous et pour ceux qui sont en Europe, nous sommes actuellement dans le cybermois, le mois de la cybersécurité, donc on continue toujours d'être vigilants. Et pour tous ceux qui sont un peu partout, bah, continue toujours d'être vigilant parce que, comme je dis, ça peut se jouer à partir d'un tout petit truc sur notre boîte perso qui peut se propager sur du pro et après ça peut créer des dégâts. Donc, mes dernières recommandations seront de faire attention à tout ce qu'on voit, à tout ce qu'on partage, à tout ce qu'on reçoit, ce sur quoi on clique lorsqu'on reçoit des mails, vérifier l'expéditeur, est-ce qu'on attend des mails de cette personne, vérifier également, on va dire, le contenu du mail, essayer d'être sensible à des fautes. Malheureusement, c'est assez banal, j'ai envie de dire, mais ça peut se jouer là également. Et puis, voilà, faire attention à tout ce qui est attaché dans le mail et ce sur quoi le mail pourrait nous rapporter. Et on devrait normalement s'en sortir, tout simplement. Ah oui, on n'a pas parlé des IA. Bah, je vais revenir rapidement dessus, même si je sais pas si je peux faire une minute dessus, Tidiane. Oui, oui, vas-y, vas-y. Alors oui, donc IA, généralement, on utilise des modèles machine learning au niveau du SOC. Bah, alors, ceux qui ne l'aiment pas, ce sont les équipes N1, parce que l'idée, comme je vous l'ai dit, les fonctions N1, c'est du triage. Bah, l'idée, c'est que le machine learning fasse des prédictions pour pouvoir éliminer au maximum les faux positifs. Donc, le but, bah, voilà, c'est à terme, ça sera peut-être pour soit requalifier les métiers d'analyste N1 ou peut-être les remplacer. Et après, pour certains SOC un peu plus, enfin, pour certains outils de sécurité, certains EDR un peu plus sophistiqués, ils essaient eux-mêmes de produire de la réponse à incident automatisée directement à travers des modèles IA. Voilà, tout simplement. Et c'était mon dernier mot et merci à tous et bonne journée à tous. Merci, merci. Bon week-end et j'espère vous retrouver samedi prochain, toujours à la même heure. Merci, bon week-end. Au revoir. Au revoir.